15 ans de ma vie consacrés à cette entreprise. 15 ans à gravir les échelons dans cette maison d'édition parisienne, à connaître chaque auteur, chaque contrat, chaque rouage de notre machine littéraire. Le jour où Monsieur Lefort a annoncé sa retraite, j'ai ressenti un pincement au cœur mais pas de surprise. À 68 ans, il méritait son repos. Ce qui m'a pris au dépourvu, c'était l'arrivée de son fils, Antoine, fraîchement diplômé d'une école de commerce américaine et manifestement impatient de tout révolutionner. Antoine ne m'a jamais apprécié. Peut-être voyait-il en moi l'ombre de son père, ou peut-être simplement l'obstacle à ses grandes ambitions. 3 jours après son installation dans le bureau directorial, il m'a convoqué. Je me souviens de son regard froid et calculateur, de sa chemise trop impeccable, de sa posture trop étudiée. « Simon, je vais être direct », a-t-il commencé, faisant tourner un stylo en or entre ses doigts. « Notre maison d'édition a besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles idées, de nouvelles méthodes. Votre attachement aux traditions est devenu un frein. » Il a marqué une pause, savourant visiblement ce moment. « Nous mettons fin à votre contrat, immédiatement. » J'ai senti un vertige me saisir, comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Ma gorge s'est serrée, mais je me suis efforcé de rester digne. « Sur quel motif ?» ai-je demandé, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru possible. « Insuffisance professionnelle », a-t-il répondu, avec un sourire en coin. « Ne vous inquiétez pas, vous recevrez l'indemnité légale. Je ne suis pas un monstre. » Cette nuit-là, dans mon appartement du 11e arrondissement, j'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube. Mon téléphone vibrait sans cesse, message de collègues choqués, d'auteurs inquiets. Je n'ai répondu à personne. Comment expliquer l'humiliation? Comment raconter qu'après 15 ans à construire des carrières littéraires, j'avais été jeté comme un brouillon raté? À l'aube, épuisé mais incapable de dormir, je me suis levé pour préparer un café. Les premières lueurs du jour filtraient à travers ma fenêtre, éclairant les piles de manuscrits que je ramenais souvent pour les lire au calme. C'est alors que mon téléphone a sonné. Pas un message cette fois, mais un appel. Marion, notre responsable juridique, une femme discrète que j'avais toujours respectée. « Simon ?» Sa voix était tendue, presque chuchotante. « Tu es chez... Toi, je dois te parler, c'est important. » 1 heure plus tard, elle était assise dans mon salon, les traits tirés, un dossier épais posé sur la table basse. « Antoine n'a pas consulté les services juridiques avant de te licencier, a-t-elle expliqué. Il n'a pas vérifié ton contrat, celui que son père avait fait rédiger spécialement pour toi il y a 3 ans. Je me suis figé, la tasse à mi-chemin de mes lèvres. Le contrat, bien sûr. Monsieur Lefort, prévoyant sa retraite et connaissant, son fils avait insisté pour me faire signer un avenant particulier. À l'époque, j'y avais vu une simple formalité, une marque de confiance. « Que dit exactement ce contrat ?» ai-je demandé, sentant une étrange chaleur m'envahir. Marion a sorti plusieurs pages surlignées en jaune. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tu as droit non seulement à des indemnités substantielles, mais aussi, elle a hésité, presque gênée, à 20% des parts de l'entreprise. J'ai senti un sourire froid se dessiner sur mon visage. Pas par désir de vengeance, non, plutôt par la reconnaissance d'une justice poétique qui se mettait lentement en marche. Le bureau d'avocat de Maître Rousseau se trouvait dans un immeuble haussmannien près de l'Opéra. J'y étais déjà venu avec Monsieur Lefort pour diverses négociations, mais jamais pour une affaire personnelle. Marion m'avait conseillé de consulter un spécialiste avant toute démarche. « Antoine ne reculera pas facilement », avait-elle murmuré avant de partir. « Il est aussi orgueilleux que son père est prudent. » Maître Rousseau a examiné mon contrat avec une attention méticuleuse, s'arrêtant parfois pour prendre des notes ou ajuster ses lunettes. C'était un homme d'une 60aine d'années dont le visage trahissait rarement ses pensées. Pourtant, ce jour-là, je l'ai vu hausser les sourcils à plusieurs reprises. « Ce document est remarquablement bien rédigé », a-t-il finalement déclaré. « Monsieur Lefort vous tenait manifestement en haute estime. » Ou craignait les actions de son fils, ai-je suggéré. L'avocat a esquissé un sourire discret. Les deux ne sont pas incompatibles. Il a refermé le dossier d'un geste précis. « Monsieur Vidal, vous avez un cas solide, très solide. Votre licenciement pour insuffisance professionnelle, sans dossier. Préalable, sans avertissement, sans entretien formel, c'est indéfendable. Surtout avec vos évaluations annuelles toutes positives. J'ai pris une profonde inspiration. Quelles sont mes options? Vous pourriez attaquer en justice et obtenir des dommages substantiels, ou
Il a laissé sa phrase en suspens, me regardant par-dessus ses lunettes. Ou négocier, ai-je complété. Exactement. Et dans une négociation, votre position est exceptionnellement forte. En quittant son cabinet, j'ai marché le long de la Seine, observant les bateaux-mouches chargés de touristes. Le ciel d'automne était chargé de nuages gris comme mes pensées. Je n'avais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation. La maison d'édition Lefort avait été ma seconde famille. J'y avais découvert des auteurs talentueux, accompagné des œuvres qui avaient marqué la littérature contemporaine. Et maintenant, j'envisageais de la menacer légalement. Mon téléphone a sonné, me tirant de mes réflexions. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. « Simon, c'est Monsieur Lefort. » Sa voix semblait tendue, presque méconnaissable. « J'ai appris ce qui s'est passé. Nous devons nous voir. Pouvez-vous venir chez moi aujourd'hui ?» La villa de Monsieur Lefort se trouvait à Neuilly, un havre de paix avec son jardin soigneusement entretenu et sa façade en pierre de taille. Je l'ai trouvé dans son bureau, vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il m'a servi un verre de cognac. « Je ne savais pas », a-t-il commencé sans préambule. « J'étais en Provence. Antoine ne m'a rien dit. Il n'avait pas à vous consulter, ai-je répondu doucement. C'est lui le directeur maintenant. » Monsieur Lefort a secoué la tête, visiblement agité. C'est mon fils, et je l'aime profondément. Mais il n'est pas prêt. Il comprend. Les chiffres, pas les gens, pas les livres. Il a bu une gorgée, grimaçant légèrement. Marion m'a parlé de votre contrat. Elle a bien fait. C'est vous qui avez insisté sur cet avenant, il y a 3 ans, ai-je rappelé. Oui. Il a souri tristement. Une intuition, disons. Je savais que mon fils voudrait tout changer, tout contrôler. Je voulais des garde-fous. Et me voilà devenu un garde-fou. Un silence s'est installé entre nous, chargé de non-dits et de regrets. De l'étage supérieur nous parvenaient des voix, Antoine et quelqu'un d'autre. Monsieur Lefort a regardé vers le plafond avec une expression peinée. Il a congédié 3 autres cadres depuis votre départ, a-t-il murmuré. Des piliers. De la maison. Les auteurs s'inquiètent. Certains parlent déjà de partir. J'ai senti une vague de tristesse m'envahir. Ce n'était pas seulement ma carrière qui était en jeu, mais l'œuvre de toute une vie, celle de Monsieur Lefort. « Que comptez-vous faire » a-t-il demandé, me scrutant intensément. « Je ne sais pas encore, ai-je admis. J'ai consulté un avocat ce matin. Mes options sont claires, mais mes sentiments le sont moins. » Il a hoché la tête, compréhensif. « Antoine ignore encore les implications de votre contrat. Il croit avoir réglé votre cas avec une simple indemnité de licenciement. » Un bruit de pas dans l'escalier nous a interrompus. Monsieur Lefort s'est redressé, son regard soudain plus vif. « Il arrive. Êtes-vous prêt à l'affronter » Je n'ai pas eu le temps de répondre. La porte s'est ouverte, révélant Antoine, figé de surprise en me voyant. Son visage s'est durci instantanément. « Qu'est-ce qu'il fait ici » a-t-il demandé à son père, m'ignorant délibérément. Monsieur Lefort a posé son verre calmement. « Simon et moi discutons des conséquences de tes récentes décisions, Antoine. Il serait temps que tu te joignes à nous. » Le visage d'Antoine s'est empourpré. Il est resté debout, dominant la pièce de sa posture raide, refusant de s'asseoir, comme pour garder une forme de contrôle sur la situation. Ses yeux allèrent de son père à moi, calculateur, méfiant. « Il n'y a rien à discuter », a-t-il déclaré sèchement. « Les décisions managériales m'appartiennent désormais. Simon n'a plus sa place dans notre structure. » « Notre structure ?» a répété Monsieur Lefort avec une douceur trompeuse. « C'est intéressant que tu utilises ce « notre », Antoine, parce que justement, la question de la propriété est au cœur du problème. » Il a fait glisser une chemise cartonnée sur la table basse. « As-tu pris le temps de lire attentivement le contrat de Simon avant de le licencier ?» Le doute a traversé furtivement le regard d'Antoine. Il a tendu la main vers le dossier, hésitant. « Bien sûr, c'est un contrat standard avec une clause spéciale que j'ai fait ajouter il y a 3 ans, a coupé son père. Une clause que Marion a qualifiée de bombe à retardement juridique. J'observais la scène en silence, partagé entre une satisfaction amère et un malaise grandissant. Antoine a commencé à lire, son expression passant de l'irritation à l'incrédulité. Ses mains se sont mises à trembler légèrement. « C'est impossible, a-t-il murmuré. Ça ne peut pas être légal. »« Maître Rousseau pense que si, ai-je finalement dit, tout comme le service juridique de votre propre maison d'édition. » Antoine s'est laissé tomber dans un fauteuil,
le document froissé entre ses doigts. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait vulnérable, presque humain. J'ai ressenti un pincement inattendu, non pas de la pitié, mais quelque chose de plus complexe. La reconnaissance d'une fragilité partagée, peut-être. 20% des parts, a-t-il articulé lentement. Plus les indemnités, c'est absurde. Ça ruinerait nos projets d'expansion. Tes projets, a corrigé doucement son père. Des projets que tu n'as jamais pris la peine de discuter avec moi, ni avec l'équipe qui a fait le succès de cette maison pendant des années. Un silence lourd s'est installé, seulement perturbé par le tic-tac régulier de la pendule ancienne. Au dehors, la lumière déclinait, projetant des ombres allongées à travers les fenêtres. Je me suis surpris à contempler le jardin, ces arbres nus se détachant contre le ciel d'automne. Combien de réunions éditoriales avions-nous tenues ici, en été, sous la glycine? Combien de manuscrits avions-nous découverts ensemble, Monsieur Lefort et moi assis dans ces mêmes fauteuils? Que veux-tu? La voix d'Antoine m'a ramené au présent. Il me regardait directement maintenant, son arrogance habituelle remplacée par une résignation calculatrice. De l'argent, les parts, un poste différent. J'ai pris le temps de réfléchir, sentant le poids de leur regard. Ce que je voulais vraiment était difficile à formuler. Vengeance? Non. Cela me semblait soudain puéril. Reconnaissance? Plus maintenant? Sécurité financière? Certainement, mais ce n'était pas tout. Je veux que les éditions Lefort continuent d'exister, ai-je finalement répondu. Pas comme un simple business, mais comme ce qu'elles ont toujours. Était qu'un espace où la littérature qui compte peut trouver sa place. Monsieur Lefort a souri légèrement, acquiesçant d'un signe de tête presque imperceptible. Très noble, a commenté Antoine avec une ironie qui masquait mal son trouble. Mais concrètement, je propose un compromis. J'ai pris une inspiration profonde. Je renonce aux 20% de parts si 3 conditions sont respectées. Les 3 cadres que vous avez licenciés sont réintégrés immédiatement. Le comité éditorial retrouve son indépendance et j'ai hésité brièvement. Et je deviens directeur éditorial avec un contrat blindé sur 10 ans. Antoine a ouvert la bouche pour protester, mais son père a levé la main, l'arrêtant net. C'est plus que généreux, a déclaré Monsieur Lefort. Tu pourrais exiger bien davantage, Simon. Je ne veux pas détruire, mais construire, ai-je répondu simplement. La question est de savoir si votre fils partage cette ambition. Antoine s'est levé brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Son reflet dans la vitre montrait un visage tourmenté, oscillant entre rage et résignation. Pendant un long moment, il est resté immobile, dos à nous. Quand il s'est finalement retourné, son expression s'était transformée en un masque professionnel que je ne connaissais que trop bien. « J'accepte vos conditions », a-t-il dit froidement. « Mais je veux quelque chose en retour. Votre soutien public à mon plan de développement numérique. » J'ai senti un sourire se dessiner sur mes lèvres. Même acculé, il négociait. Il y avait peut-être de l'espoir pour lui finalement. « Si ce plan respecte l'âme de la maison, vous l'aurez, ai-je promis. » Ce soir-là, en rentrant chez moi sous la pluie fine parisienne, j'ai ressenti non pas l'exaltation de la victoire, mais le poids de la responsabilité. J'avais sauvé mon poste, peut-être même la maison d'édition, mais à quel prix? Une trêve fragile avec Antoine, un engagement de 10 ans dans une entreprise transformée. J'ignorais encore si j'avais gagné ou perdu. Seul l'avenir me le dirait. Mon retour aux éditions Lefort s'est fait dans une atmosphère étrange. Les regards me suivaient dans les couloirs, mélange de soulagement et d'appréhension. J'avais obtenu mon poste de directeur éditorial, mais gagner la confiance de l'équipe après ce bouleversement serait une autre affaire. Le premier comité de direction s'est tenu un lundi matin pluvieux, dans cette salle de réunion où j'avais défendu tant de manuscrits au fil des années. Antoine est arrivé le dernier, délibérément. Il a pris place en bout de table, m'adressant un hochement de tête minimal. Ses yeux étaient cernés, son teint blafard. L'humiliation de notre dernière rencontre semblait l'avoir marqué physiquement. « Bienvenue à tous », a-t-il commencé d'une voix neutre. « Comme vous le savez, nous entamons aujourd'hui une nouvelle phase pour la maison. Simon Vidal reprend la direction éditoriale avec des responsabilités élargies. » Une pause calculée. « J'assurerai personnellement la supervision de notre expansion numérique et internationale. » J'ai observé les visages autour de la table. Marion, notre juriste, cachait mal un sourire. Paul et Jeanne, 2 des cadres réintégrés, semblaient encore méfiants.
Julie, responsable de la communication, prenait des notes frénétiquement. « Merci Antoine », ai-je dit en me levant. « Avant toute chose, je tiens à clarifier un point essentiel. Nous sommes une équipe. Les turbulences récentes sont derrière nous. » J'ai soutenu le regard d'Antoine sans ciller. Notre priorité est la littérature, comme elle l'a toujours. Les changements à venir serviront cette mission, pas l'inverse. Les jours suivants furent épuisants. Antoine avait déjà lancé plusieurs initiatives sans consultation. Un partenariat avec une plateforme numérique américaine, le Mastermind, recrutement d'une équipe marketing externe, la renégociation de contrats avec nos distributeurs. Je passais mes journées à évaluer ces projets, à limiter les dégâts potentiels, à rassurer nos auteurs inquiets. Un soir, alors que les bureaux s'étaient vidés depuis longtemps, je suis tombé sur Antoine dans la bibliothèque de la maison d'édition. Il était assis seul, feuilletant un de nos premiers succès, un roman que son père avait découvert 30 ans plus tôt. « Mon père dit que vous avez un don », a-t-il lancé sans préambule, sans lever les yeux du livre, pour détecter les talents, pour voir ce que les autres ne voient pas. J'ai pris place face à lui, surpris par cette ouverture inattendue. « Votre père exagère. J'ai juste appris à écouter les textes, à leur laisser une chance de me parler. » Antoine a refermé le livre d'un geste sec. « J'ai étudié dans les meilleures écoles, Harvard, INSEAD. J'ai travaillé chez Penguin Random House à New York, et pourtant, quand je suis arrivé ici, il a laissé sa phrase en suspens, son regard perdu entre les rayonnages chargés d'histoire. « Vous vous êtes senti étranger », ai-je complété doucement. « Pire, inutile. » Il a prononcé ce mot avec une amertume qui m'a pris au dépourvu. Cette maison fonctionne comme une horloge suisse depuis tellement longtemps. Chacun connaît sa place, son rôle, sauf moi. J'ai ressenti un élan de compassion inattendu. Cet homme qui m'avait humilié, qui avait tenté de briser ma carrière, n'était peut-être qu'un fils cherchant désespérément à se faire une place dans l'ombre imposante de son père. « Votre projet numérique », ai-je commencé prudemment. « L'idée est bonne, mais l'exécution est catastrophique, je sais. » Il a eu un rire sans joie. Notre expert technique m'a remis son rapport aujourd'hui. Incompatibilité des systèmes, coûts sous-estimés, calendrier irréaliste. Il a passé une main fatiguée sur son visage. Un fiasco complet. Le silence s'est installé entre nous, curieusement confortable. Au dehors, Paris s'illuminait progressivement, ses lumières se reflétant dans la Seine toute proche. « Ce n'est pas irrécupérable », ai-je finalement dit. « Mais il faudrait revoir l'approche, commencer plus modestement, peut-être avec notre collection de classiques réédités. » Antoine m'a regardé avec surprise, comme s'il s'attendait à des moqueries plutôt qu'à des suggestions constructives. « Pourquoi m'aideriez-vous, après ce que j'ai fait ?» J'ai réfléchi à sa question, cherchant une réponse sincère. « Parce que cette maison compte plus que nos égos, et parce que vous avez raison sur un point, nous devons évoluer. Je connais nos forces traditionnelles, vous apportez une vision de l'avenir. Séparément, nous risquons l'échec. Ensemble. » J'ai laissé ma phrase en suspens, incertain moi-même de ce que nous pourrions accomplir. Antoine a hoché lentement, la tête, pensif. Pour la première fois, j'entrevoyais une possibilité de collaboration réelle. Pas d'amitié, certainement pas encore de confiance, mais un terrain d'entente professionnelle. En quittant le bâtiment ce soir-là, j'ai remarqué que la lumière du bureau d'Antoine restait allumée. Sur mon bureau, j'avais laissé intentionnellement le manuscrit dont nous avions parlé plus tôt. Un jeune auteur prometteur, qui fusionnait littérature traditionnelle et format numérique interactif. Une passerelle possible entre nos deux visions. Février avait recouvert Paris d'une neige légère qui transformait la ville en décor de cartes postales. Nos bureaux, habituellement fourmillants d'activité, étaient particulièrement silencieux ce matin-là. La nouvelle était tombée à l'aube. Marcel Dufresne, notre auteur phare depuis 20 ans, 6 prix littéraires et des ventes dépassant le 1 million d'exemplaires, avait publiquement annoncé son départ pour les éditions Gallimard. Son message lapidaire s'étalait sur tous les écrans. Après mûre réflexion, j'ai décidé que ma vision artistique serait mieux servie ailleurs. Je quitte les éditions Lefort avec gratitude pour le chemin parcouru. La porte de mon bureau s'est ouverte violemment sur Antoine, le visage déformé par la colère. « Vous étiez au courant ?» a-t-il exigé sans préambule. « Bien sûr que non », ai-je répondu, aussi secoué que lui.
Marcel déjeunait chez moi dimanche dernier. Il n'a rien laissé transparaître. Antoine s'est écroulé dans le fauteuil face à mon bureau, sa fureur laissant place à une expression hantée. C'est une catastrophe. Son prochain roman était prévu pour la rentrée littéraire. Nos projections financières, notre plan média, tout était construit autour de cette sortie. Il avait raison. Perdre Dufresne n'était pas seulement un coup porté à notre prestige. C'était une menace existentielle pour notre équilibre économique déjà fragilisé par les restructurations récentes. Il faut le rappeler, a murmuré Antoine. Lui offrir de meilleures conditions, exclusivité, avance majorée, droits numériques. J'ai secoué la tête lentement. Ce n'est pas une question d'argent. Marcel n'a jamais été motivé par ça. Alors quoi? Qu'est-ce que Gallimard peut lui offrir que nous ne pouvons pas? Cette question révélait précisément le fossé de compréhension qui persistait entre Antoine et l'âme de notre maison. Je me suis levé, m'approchant de la fenêtre. Les flocons de neige tourbillonnaient paresseusement, indifférents à notre crise. « Je dois lui parler », ai-je finalement dit. Pas pour le faire revenir, mais pour comprendre. Antoine a éclaté d'un rire incrédule. « Comprendre? Nous n'avons pas le temps pour ces sentimentalités. Il nous faut un plan de crise immédiat. » C'est exactement ce que je propose, ai-je rétorqué fermement. Marcel n'est pas qu'un nom sur nos comptes. Il est le symbole de ce que nous représentons. Si nous ne comprenons pas pourquoi il part, nous risquons de perdre d'autres auteurs. Notre confrontation a été interrompue par Marion, qui est entrée après un bref coup à la porte. « Excusez-moi, mais vous devriez voir ça. » Elle a tourné, son tablet vers nous, affichant un message de notre distributeur principal. Suite au récent développement, nous souhaitons revoir les termes de notre contrat d'exclusivité. Antoine a pâli visiblement. Les défections commençaient déjà, comme un château de cartes s'effondrant. « Contactez Marcel », a-t-il finalement concédé, s'adressant à moi. Mais nous avons besoin d'une solution concrète avant la fin de la semaine. Marcel Dufresne habitait un petit appartement dans le Marais, encombré de livres et de souvenirs rapportés de ses nombreux voyages. Il m'a accueilli avec une affection sincère, mais une résolution évidente dans le regard. Nous nous connaissions depuis si longtemps qu'il pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. « Tu es venu me demander pourquoi ?» a-t-il constaté en nous servant du thé dans des tasses ébréchées. « Je ne comprends pas, Marcel. Après toutes ces années, il a poussé un soupir, caressant distraitement son chat qui s'était installé sur ses genoux. Quand ton jeune directeur est venu me voir le mois dernier avec son plan de développement de la marque Dufresne, j'ai su que quelque chose s'était brisé. J'ai senti mon cœur se serrer. Antoine ne m'avait jamais mentionné cette rencontre. Il m'a parlé de podcasts promotionnels, d'adaptations en série de produits dérivés, comme si mes livres n'étaient que des produits à exploiter. Marcel a secoué la tête tristement. Ce n'est pas ce que ton mentor m'avait promis quand il a publié mon premier manuscrit. Il m'avait parlé de littérature, pas de marketing. Je suis rentré au bureau l'esprit tourmenté. Antoine m'attendait, travaillant frénétiquement sur des projections financières révisées. « Alors ?» a-t-il demandé sans lever les yeux de son écran. J'ai fermé doucement la porte derrière moi. Il ne reviendra pas, et nous risquons de perdre d'autres auteurs si nous continuons dans cette direction. Antoine a finalement relevé la tête, son expression indéchiffrable. Quelle direction? Celle où nous traitons les livres comme des produits et les auteurs comme des marques. Un silence lourd s'est installé entre nous. J'ai soudain pris conscience que nous étions à un carrefour décisif, pas seulement pour nos carrières respectives, mais pour l'existence même des éditions Lefort telles que nous les connaissions. J'ai peut-être une idée, ai-je finalement dit, mais elle nécessitera que nous travaillions ensemble, vraiment ensemble. Antoine a fermé son ordinateur d'un geste lent. Je vous écoute. Nous ne pourrons pas remplacer Marcel pour la rentrée littéraire, alors changeons complètement d'approche. Lançons une collection entièrement nouvelle, fusionnant votre vision numérique et notre tradition littéraire. Quelque chose que personne n'a encore fait. J'ai vu une lueur d'intérêt s'allumer dans son regard. Pour la première fois, nous n'étions plus adversaires, mais deux professionnels face à un défi commun. « Continuez », a-t-il dit simplement. Les semaines qui suivirent furent les plus intenses de ma carrière. Antoine et moi avions établi nos quartiers dans une petite salle de réunion au dernier étage, rebaptisée « le laboratoire » par l'équipe. Les murs étaient couverts de notes, de schémas, d'extraits de manuscrits. Nous dormions peu, mangions mal, consumés par ce projet qui prenait forme sous nos yeux.
Notre idée avait évolué vers un concept hybride, une collection baptisée « Passerelle », qui combinerait des œuvres littéraires exigeantes avec une expérience numérique immersive. Chaque livre serait accompagné d'une application dédiée, offrant au lecteur des chemins alternatifs dans le récit, des contenus enrichis, des interactions avec l'auteur. Le défi sera de convaincre les écrivains, avait souligné Antoine, lors d'une de nos sessions nocturnes. Les plus traditionnels verront ça comme une dilution de leur œuvre. Pas si nous leur donnons le contrôle créatif complet, avais-je répondu. L'application ne sera pas un gadget marketing, mais une extension de leur vision artistique. Curieusement, notre collaboration forcée avait créé une dynamique que je n'aurais jamais cru possible. Nos différences, au lieu de nous diviser, commençaient à se compléter. Je possédais la sensibilité littéraire et la confiance des auteurs. Antoine maîtrisait les aspects techniques et commerciaux que j'avais toujours négligés. Un matin pluvieux d'avril, alors que nous finalisions le business plan à présenter au conseil d'administration, Antoine s'est interrompu brusquement. « Pourquoi ne pas avoir créé votre propre maison d'édition » a-t-il demandé. « Après votre licenciement, avec votre réputation, vous auriez pu partir et emmener la moitié de nos auteurs. » La question m'a pris au dépourvu par sa franchise. J'ai pris le temps de réfléchir, cherchant une réponse sincère. J'y ai pensé, ai-je admis. Pendant ces jours sombres après mon renvoi, c'était tentant. J'ai fait une pause, me rappelant ces nuits d'insomnie, cette colère sourde. Mais j'ai réalisé que je n'aimais pas seulement les livres ou les auteurs. J'aimais cette maison, son histoire, son identité, même ses défauts. Détruire tout ça pour me venger, ça aurait été comme brûler une bibliothèque pour se réchauffer. Antoine a hoché la tête lentement, son regard pensif. Mon père dit souvent que vous êtes l'âme de cette maison. Je croyais que c'était de la sentimentalité déplacée. Un sourire fugace a traversé son visage. Je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. La présentation de notre projet au conseil d'administration a été un moment déterminant. Face aux actionnaires sceptiques, nous avons défendu Passerelle, avec une passion commune qui a surpris jusqu'à M. Lefort, assis discrètement au fond de la salle. Le vote final fut unanime. Nous avions le feu vert et un budget conséquent pour les 6 prochains mois. Ce soir-là, l'équipe a improvisé une petite célébration dans nos bureaux. Le champagne coulait, les rires fusaient. Je me suis retrouvé sur la terrasse, contemplant Paris qui s'illuminait progressivement. Antoine m'a rejoint, 2 verres à la main. « À notre renaissance », a-t-il proposé en me tendant une coupe. « À Passerelle », ai-je corrigé doucement. Nous avons bu en silence, côte à côte. La distance entre nous existait toujours, mais elle s'était transformée en quelque chose de différent. Un espace de respect mutuel, peut-être. « J'ai contacté Émilie Dussault », a dit Antoine après un moment. J'ai haussé les sourcils, surpris. Émilie était une jeune auteure brillante que j'avais tenté de recruter pendant des années, sans succès. Elle est intéressée par le concept. Elle veut nous rencontrer la semaine prochaine. Il a hésité avant d'ajouter « J'ai pensé que vous voudriez mener cette discussion ». Ce geste, me confier une négociation aussi importante, signifiait plus que n'importe quel discours. C'était une reconnaissance de ma valeur, de mon expertise. J'ai ressenti une émotion inattendue me serrer la gorge. Nous l'amènerons ensemble, ai-je proposé. Le lancement de Passerelle 6 mois plus tard a dépassé nos espérances les plus folles. La presse littéraire, d'abord sceptique, s'est enthousiasmée pour cette approche novatrice. Les 5 premiers titres se sont arrachés, attirant un public plus jeune sans aliéner nos lecteurs traditionnels. Même Marcel Dufresne, qui assistait à la soirée de lancement, m'a glissé à l'oreille qu'il regrettait presque son départ. Ma relation avec Antoine avait évolué vers un partenariat fonctionnel. Nous n'étions pas amis. Trop d'eau avait coulé sous les ponts, mais nous formions une équipe efficace, respectueuse des forces de chacun. Les tensions ressurgissaient parfois, ravivant de vieilles blessures, mais elles se dissipaient plus rapidement, remplacées par la satisfaction du travail accompli ensemble. 1 an jour pour jour après mon licenciement, j'ai trouvé sur mon bureau une enveloppe. À l'intérieur, un contrat modifié signé par Antoine et son père. Le document m'offrait désormais 15% des parts de l'entreprise. Non, plus comme compensation d'un préjudice, mais comme reconnaissance de ma contribution. En bas de la dernière page, Antoine avait ajouté une note manuscrite. Certaines erreurs méritent d'être corrigées. Certaines leçons valent le prix payé. J'ai rangé soigneusement le contrat dans mon tiroir pensif.
Le chemin parcouru depuis ce jour fatidique était étonnant. J'avais perdu quelque chose, une forme d'innocence peut-être, ou d'idéalisme naïf, mais j'avais gagné autre chose de plus précieux, la certitude que même les conflits les plus amers pouvaient parfois conduire à des constructions inattendues. En regardant par la fenêtre les quais de Seine où flânaient les passants, j'ai réalisé que je ne regrettais rien. Ni l'humiliation, ni la colère, ni les nuits blanches. Chaque épreuve m'avait conduit ici, à ce moment précis où l'avenir s'ouvrait à nouveau, différent mais prometteur. J'ai saisi mon téléphone et composé le numéro d'Antoine. Le manuscrit d'Émilie vient d'arriver, lui ai-je dit simplement. Je pense que vous voudrez le voir. Notre histoire n'était pas terminée, elle prenait simplement un nouveau chapitre.